Allez, je vous propose de démarrer. Donc, à nouveau, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue donc dans ce dernier épisode de l'année concernant notre série de webinaires. On va parler aujourd'hui intelligence artificielle, on va parler objets connectés, on va parler 4.0. Et pour ce faire, on a l'honneur d'avoir parmi nous donc Thomas Pigas et Samuel Éveillé de la société TeamCode qui vont partager leur expérience en la matière. Messieurs, bonjour. Est-ce que Bonjour. vous m'entendez? Bonjour. Bienvenue dans notre webinaire. Et merci d'avance pour partager les expériences que vous pouvez avoir en termes d'entrepôts connectés, si tant est que le terme ne soit pas trop restrictif. Alors, au programme aujourd'hui, donc on va parler évidemment d'une introduction du contexte et des enjeux et pourquoi on va chercher à connecter et à mettre une couche d'intelligence sur nos activités logistiques, supply chain, entreposage. Quelques très rapides définitions sur les trois thématiques qui nous apportent aujourd'hui, donc le 4.0, l'IoT, l'intelligence artificielle. Les irritants, c'est-à-dire les points de départ qui nous mènent à aller chercher, c'est à réfléchir, à mettre en place, à innover, à mettre en place donc ces solutions. Nos amis donc Thomas et Samuel partageront donc leur point de vue également donc de ces technologies et donc quelque part nous présenteront des solutions qu'ils ont mis en place chez certains donc de leurs clients. Et puis un petit mot sur toujours sur la phase de projet, les différentes étapes, de manière à avoir quelque chose de fluide et qui corresponde aux attentes à l'issue. Comme d'habitude, on va essayer de faire tenir ça, allez, en 45 minutes, 1 heure avec les questions. Comme d'habitude, vous avez possibilité de poser vos questions à travers le chat. N'hésitez pas, c'est important d'avoir de la réactivité, notamment en fin de webinaire. On prend toutes les questions à la fin et on y répond. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Et comme d'habitude, puisque vous participez, donc aujourd'hui vous êtes connecté à ce webinaire, vous pourrez bénéficier donc à la fois du lien de replay, à la fois du support de présentation qui sera diffusé. Petite précision, donc il nous arrive d'inviter donc des entreprises tierces. TeamCode, nous le faisons en toute objectivité et en toute neutralité vis-à-vis donc des fournisseurs du marché, et c'est important à le dire. Il n'y a pas de lien financier entre Simco et TeamCode par rapport à la prestation du jour. Voilà, un petit mot rapide sur Simco pour ceux qui ne connaissent pas et qui pourraient nous rejoindre pour la première fois. Donc, le cabinet de conseil et de formation en logistique et supply chain, avec une offre qui va de l'étude de faisabilité. On va comparer différents scénarios et on pourrait mener des études sur les technologies dont on va parler, jusqu'à la partie donc accompagnement sur la partie mise en œuvre, très focus entre logistique, une partie supply chain également, et puis la simulation de flux qui peut permettre de reproduire dans un environnement 3D des activités et d'aller chercher des améliorations sans perturber le quotidien des collaborateurs. Quelques-uns de nos clients ici, je ne vais pas m'éterniser sur ce slide, vous avez une vision assez partiel de nos plus de 600 clients. Simco opère en Italie depuis 1981 et en France, notamment de manière officielle depuis 2021. Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'ai mis un slide avec beaucoup de texte. Pourquoi? Puisque, comme on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, notamment, j'ai demandé à une intelligence artificielle, ChatGPT pour pas la citer, comment elle introduirait le sujet en lui disant: peux-tu rédiger un texte d'introduction pour un webinaire consacré au 4.0, aux IoT et à l'IA en logistique. Alors, ChatGPT commence par souhaiter la bienvenue, merci de nous rejoindre, etc. Et puis il continue: nous vivons une époque de transformation accélérée où les innovations technologiques redéfinissent les bases de nombreux secteurs et la logistique n'en fait pas exception. Les attentes des consommateurs en matière de rapidité, de personnalisation, d'efficacité n'ont jamais été aussi élevées. Face à ces défis, les entreprises adoptent des solutions 4.0 pour optimiser leurs opérations, réduire leurs coûts et améliorer leur agilité. Et ChatGPT continue: dans ce webinaire, nous explorerons les technologies 4.0, comment l'automatisation, les systèmes interconnectés transforment les chaînes logistiques,
Les IoT, leur rôle dans la traçabilité, la gestion des stocks en temps réel, la prévention des pannes. L'IA, un levier stratégique pour analyser les données, prévoir la demande et prendre des décisions claires. Que vous soyez un professionnel cherchant à comprendre les dernières tendances, un leader désireux d'adopter ces technologies, ce webinaire vous offrira une vision claire et des idées concrètes pour tirer parti des opportunités offertes par la révolution digitale. Préparez-vous à découvrir, alors attention, on a l'impression, préparez-vous à découvrir comment ces innovations peuvent transformer votre façon de travailler et révolutionner la logistique de demain grâce à Timco, grâce à Timcode aujourd'hui. Alors, ça, c'était ChatGPT avec beaucoup de texte, mais quelque chose qui finalement correspond bien avec le message qu'on va vous passer. Moi, je suis beaucoup plus bref et beaucoup plus concis sur mes introductions et sur ma présentation. Et ici, je vous propose juste en 3 phrases les définitions du 4.0 de l'IoT et de l'intelligence artificielle. 4.0, les machines parlent aux machines. C'est-à-dire que petit à petit, on a amené ces notions d'informatique dans nos façons de fonctionner. On a amené de l'intelligence, de l'électronique, de la programmation sur les machines, des commandes numériques, etc. Et puis donc le 4.0, c'est le fait que une machine qui est en amont d'un process parle à la machine qui est après en disant attention, je sens que là j'ai des petites vibrations, je vais ralentir la cadence, et donc elle prévient tout le reste de la chaîne pour ralentir les cadences et pas générer, par exemple, c'est un exemple comme un autre, de perturbations, de goulets d'étranglement ou des fois d'arrêt de processus dans le circuit. Et donc ces machines parlent entre elles ou parlent à des systèmes ou donnent des alertes à travers potentiellement des objets connectés, on y vient, qui sont donc équipés de capteurs et qui peuvent permettre, alors, capteurs de vibration, capteurs de température, capteurs d'image, capteurs de son, tout ce qu'on peut aller identifier. J'ai en tête des exemples très précis dans l'industrie où un capteur va détecter soit un son ou un ultrason, soit une vibration anormale sur une machine que l'homme est incapable de détecter, et donc qui peut dire attention, il faut programmer une maintenance préventive, etc. Et donc tout ça, on va le développer sur plutôt l'aspect logistique de la chose, l'aspect entreposage. Et puis, parce que c'est encore nécessaire de présenter l'IA, l'intelligence artificielle. Voilà, je mets juste une petite phrase, programme capable de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Donc voilà l'idée de l'algorithme, de la production de cette notion d'interprétation, de mise en forme d'interprétation des données et de prise de décision ou de proposition de prise de décision. Dans nos métiers, pourquoi est-ce qu'on va chercher ces notions de technologie avancée, d'IA, d'IoT, de 4.0? Parce que dans le métier de la supply chain, on prévoit, on anticipe, c'est dire attention, on a une commande qui arrive, on a du stock, il faut commander, il faut réserver de la machine, des process, des mètres carrés, etc. Donc voilà. Et puis donc évidemment il faut réagir parce que malheureusement tout se passe pas forcément comme prévu et à la clé on a une réputation de plus en plus digitale, y compris dans le B2B, des délais sur la qualité, et donc on n'hésite pas à nous mettre une étoile sur 3, sur 4, sur 5 quand on a une mauvaise prestation, quand on a une anomalie, et puis ça peut influer sur le reste de la chaîne et sur les autres. Alors pourquoi on n'arrive pas à correctement prévoir et anticiper? Il y en a qui arrivent, évidemment, mais parce qu'on est dans un monde dont on dit qu'il est VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. On a des pics d'activité, on a des éléments politiques, géopolitiques, on a des événements climatiques aussi qui arrivent et qui font, on perturbe finalement une chaîne classique de distribution et on a de plus en plus de mal à identifier, à anticiper les courbes de vente de nos produits, par exemple. On est dans un monde, la logistique, où les exigences sont en hausse. On a des exigences en termes de référencement, de produits qui sont personnalisés de plus en plus tard. On a des besoins de SAV, on a
des exigences de conserver des pièces sur un certain nombre d'années. On a des besoins de traçabilité. On n'a pas parlé cette année de la blockchain, mais on pourrait en parler, donc qui vient donc renforcer ces notions de traçabilité, de garantir la traçabilité face à des crises, des problèmes sanitaires, face à des problèmes de pollution, de choses comme ça. Donc on a besoin de contrôle, de maintenir la température. Donc on a ces exigences qui viennent alimenter un cahier des charges de plus en plus précis, de plus en plus fort sur nos activités. Et à un moment donné, on peut mettre du monde en place pour assurer des relevés de température, des choses comme ça, de portes et autres. Mais on a aussi de la difficulté à trouver des effectifs. Et puis, il n'y a pas forcément énormément de valeur ajoutée en tant que telle à le faire. Et donc, on va essayer d'automatiser un maximum ces relevés. La dernière chose, c'est que je parlais des hommes. On est historiquement dans un monde de transport logistique qui est fait d'humains, qui est fait de process, des caristes, des manutentionnaires. Même si on a de plus en plus d'automatisation, on aura toujours à la fin une préparation, un colisage, un étiquetage, etc., avec des risques d'erreur qui coûtent cher en termes de coûts de recherche, de litige, de rapatriement des produits, etc., avec là aussi des notions de réputation qui ont leur importance à l'issue. Et donc, on a ce facteur que les Québécois appellent le PFH, le putain de facteur humain, passez-moi l'expression, qui vient qui vient dire qu'on a beau mettre en place le process le plus efficace, sécurisé possible, on aura toujours une intervention humaine qui viendra potentiellement détruire un peu ce qu'on aura fait ou amener des incidents de manière concrète. Et donc tout ça fait que ça peut donner à réfléchir sur mais comment est-ce qu'on se prépare, comment est-ce qu'on évite et qu'on anticipe ces choses-là. Et donc aujourd'hui, il y a des technologies qui sont disponibles en 4.0, en IoT, en intelligence artificielle pour gagner en traçabilité, pour gagner en efficacité, en productivité, etc. Avec potentiellement, et alors sauf si on est sur des investissements que j'appellerais sous contrainte, parce qu'il faut répondre à des exigences de normes de plus en plus fortes, etc., on va pouvoir aller chercher un ROI, un retour sur investissement, sur ces mises en place-là. Et c'est, j'espère, Thomas et Samuel, ce que vous allez nous expliquer en partageant quelques expériences et le savoir-faire de TeamCode. Messieurs. Merci Benoît. En tout cas, merci de nous donner l'opportunité d'évoquer ce sujet là durant ce webinaire. On a deux parties. Une première partie qui va être un peu sur des définitions. On va revenir sur quelques éléments que tu as exprimés et qui permettront en fait d'associer un peu le contexte de l'IA et de l'IoT dans nos domaines. Et puis après, une deuxième partie que Thomas abordera avec des irritants concrets et des solutions associées à ça. Donc, quelques mots d'abord sur TeamCode. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est donc un intégrateur de solutions supply chain. On est depuis plus de 20 ans maintenant et comme vous le voyez sur la carte, implanté sur des différentes villes en France avec un chiffre d'affaires de 39 millions. On a 150 personnes, dont la moitié d'experts techniques qui sont à même de pouvoir nous apporter des solutions dans le domaine de la supply chain. Voilà en quelques mots TeamCode. On va commencer tout de suite à aborder le sujet de la technologie 4.0, donc associé à l'intelligence artificielle et l'Internet des objets. Donc pour commencer, je vous propose de faire un petit focus sur l'intelligence artificielle et de revenir sur quelques éléments des types d'IA. En fait, aujourd'hui, il existe différents types d'IA. On a ce qu'on appelle l'IA étroite, vous connaissez bien, que vous utilisez dans certains domaines, mais qui, par définition, correspond en fait à une tâche spécifique. C'est une IA qui est conçue pour réaliser une tâche spécifique, en fait. Et on va beaucoup parler de cette IA aujourd'hui. Associée à cette IA étroite et cette tâche spécifique, un autre exemple est ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'IA générative, qui est un sous-ensemble de l'IA étroite, mais qui est focalisé sur la capacité à pouvoir répondre à un certain nombre de questions et de générer des images qu'on peut retrouver dans ces exemples, que ce soit ChatGPT, Gemini, Mistral ou Copilot. Dans la continuité de l'IA étroite, pour aller plus loin, a été définie aussi la notion d'IA générale. C'est quelque chose qui
qui a pour vocation à égaliser l'intelligence humaine. Aujourd'hui, il n'y a pas d'exemple concret, mais il y a des travaux en cours. Et puis enfin, on arrive sur le dernier élément qui est la super IA, super intelligence, l'objectif étant de surpasser l'intelligence humaine. Aujourd'hui, principalement, ce qu'on voit, ce sur quoi on va faire un focus, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui principalement sur l'IA étroite et les fonctions associées. Donc, les fonctions de l'IA, elles peuvent être de 3 types. On a la première qui est descriptive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, l'objectif de l'IA dans ce cas-là va être d'analyser une grande quantité de données et d'en tirer des conclusions associées. Elle pourra être prédictive. Donc là, l'idée, c'est plus d'aller du coup sur qu'est-ce qui va arriver une fois qu'on aura pu traiter ce nombre de données, qu'est-ce qu'on pourra prédire associé à ce qu'on aura pu capitaliser. Et enfin, prescriptif, c'est-à-dire qu'on va se donner un objectif et l'IA va donner des actions pour pouvoir atteindre cet objectif associé à ce qui a pu être prédit et ce qui a pu être décrit. En fait, voilà. Donc on va retrouver ces fonctions au sein de l'IA. Maintenant, il y a un certain nombre de sous-catégories et Benoît l'a évoqué tout à l'heure. Finalement, l'IA a pour vocation d'essayer de simuler l'humain. Donc, il y a une partie qui correspond finalement à ce qu'on connaît autour de notre capacité, notre cerveau à pouvoir apprendre, machine learning, le deep learning, à pouvoir se baser sur des systèmes experts, c'est-à-dire un ensemble de connaissances sur lesquelles l'IA va pouvoir piocher de l'information, et puis les IA génératifs qu'on connaît qui vont permettre de générer et de créer du texte et des images. Associé à cette sous-catégorie, il y a aussi des IA qui sont dédiées il y a une sous-catégorie qui correspond au traitement du langage naturel. Une sous-catégorie correspond à la reconnaissance de la parole, à la vision par ordinateur et la robotique. Ce qu'on voit ici, finalement, ça synthétise un humain, finalement, puisqu'on a tous les éléments associés à l'humain, que ce soit la capacité à se mouvoir, avec tous les sens associés et l'intelligence. Et ce qu'on va présenter juste après, c'est finalement aujourd'hui, dans les solutions d'intégration que TeamCode propose, on retrouve certains composants de l'IA, certaines solutions d'IA aujourd'hui qui intègrent ce qu'on vient de voir, type d'IA. Donc, l'exemple ici, c'est la capacité à travers des solutions analytiques à pouvoir piloter un parc de matériel. Vous avez en place du matériel qui vous permet de faire de la traçabilité dans la supply chain. Avec ces solutions analytiques, elles sont basées sur du deep learning. On va pouvoir identifier finalement le comportement associé à ce qu'on attend, à comprendre un petit peu comment le matériel se comporte par rapport à des standards et à pouvoir prédire aussi des comportements basés sur l'existant. Et puis aussi, enfin, à pouvoir proposer des actions pour essayer de corriger les éléments. Donc là, on trouve des éléments associés à ce que je viens d'évoquer sur la capacité à adresser ces types d'IA dans un contexte de solutions analytiques. Donc, traitement massif de données et associé à des propositions d'action derrière pour optimiser l'usage du matériel en entrepôt, par exemple. Ensuite, il y a aussi aujourd'hui dans la solution vocale qui sont proposées dans les solutions supply chain et d'entrepôt, la capacité à intégrer de l'IA pour améliorer les performances en termes de reconnaissance vocale, en termes de traduction vocale, et donc d'apporter ces solutions au sein de l'IA dans les solutions vocales, par exemple. Un autre exemple sur le slide suivant, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les solutions de vision et de robotique, c'est-à-dire que aujourd'hui, sur des solutions comme celui qu'on voit au-dessus des lecteurs, vont intégrer de l'intelligence pour capter l'information à travers du deep learning intégré sur ces solutions-là. On va pouvoir identifier et améliorer typiquement un cas classique. C'est ce qu'on peut faire aujourd'hui sur l'OCR, le fait de faire de la reconnaissance de caractères à travers une lecture optique. On va pouvoir améliorer cette reconnaissance basée sur l'apprentissage qui aurait pu être fait auparavant, et donc pour aller beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite sur une captation d'informations et associé à ça. La robotique, bon ça on le retrouve évidemment sur la partie peut-être revenir sur le slide précédent, Benoît, excuse-moi. Sur la partie robotique, on retrouve les éléments associés à l'IA, puisque associé à une solution robotique, il y a de la captation d'informations pour identifier en temps réel comment le robot doit se déplacer. Donc typiquement là, les exemples qu'on a, c'est des AMR, des robots qui sont capables de se déplacer de façon autonome et donc de pouvoir repérer leur espace
et pouvoir avoir une réaction un déplacement qui soit complètement autonome avec tous les enjeux de sécurité que cela peut représenter dans un entrepôt. Donc voilà. Donc là, ce qu'on a vu sur l'IA, ça permet de voir un petit peu ce qui existe en termes de principes, les types d'IA, et de voir comment c'est associé aujourd'hui dans les solutions. Dans le domaine de l'IoT, je vais revenir un petit peu aussi sur des définitions. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que l'IoT? Internet of Things, c'est aujourd'hui un objet sans connexion. Finalement, on ne pourra pas lui apporter énormément de valeur. Alors que, à partir du moment où on a un objet connecté, on va pouvoir traduire cet objet à travers un double numérique et donc lui apporter de la valeur. Ça, c'est un élément hyper important puisque en fait, finalement, c'est à partir de là qu'on va pouvoir travailler et commencer à apporter des éléments de service. Si on prend l'exemple d'un entrepôt, on va pouvoir, à partir du moment où on connecte, que ce soit les objets de l'entrepôt ou l'entrepôt, on va pouvoir réaliser des actions de mise à jour à distance, de localisation, d'usage, on l'a évoqué tout à l'heure, avoir une visibilité sur le comportement et de l'usage qui est réalisé du matériel en place. On va pouvoir avoir des affichages, donc finalement déporter de l'information et la pousser au plus près des collaborateurs. Et puis avoir des actions à distance, avoir des opérations qui vont permettre d'offrir cette visibilité de l'IoT. Maintenant, souvent, on résume l'IoT, comme l'a exprimé tout à l'heure Benoît d'ailleurs, à des objets connectés de faible valeur avec une capacité de fonctionnement autonome de longue durée. Et donc, on est plutôt sur des technologies aujourd'hui, quand on parle d'IoT, d'objets qui vont dialoguer avec des protocoles qui seront associés plutôt à ce qu'on appelle du Bluetooth Low Energy, à du LoRa, à du Narrowband IoT dans le domaine de la 5G. Donc voilà. Et tous ces objets, finalement, ils utilisent ces protocoles. Et quand je disais des objets connectés de faible valeur, c'est qu'on est en général on est plutôt sur des tags qui vont être plutôt actifs, c'est-à-dire qui vont intégrer une batterie et qui vont pouvoir fonctionner de façon sur plusieurs années pour fournir ce service qui va permettre finalement d'apporter de la valeur à l'environnement dans lequel il va se retrouver intégré. Donc maintenant, pourquoi faire l'IoT? Benoît en a parlé un peu. Localiser, on va pouvoir identifier que ce soit en indoor ou à l'extérieur, ou faire du zoning, c'est-à-dire identifier ce qu'on appelle du geofencing, savoir qu'un objet s'est déplacé d'une zone à une autre. Alors quand on parle de localisation, on a souvent nous les échanges avec nos clients sur le fait de quel est le niveau de finesse que vous voulez avoir en termes de localisation, parce qu'on peut imaginer de la localisation d'un point de vue macro, je veux savoir qu'il est dans cette zone de l'entrepôt ou plutôt dans cette zone, ça peut être micro, et donc en fonction de type de solution de localisation, on va adapter la technologie qui permettra de répondre aux besoins, aux irritants du client. Et Thomas donnera des exemples tout à l'heure. On va vouloir mesurer. Donc, on va mesurer, ça peut être de la température, ça peut être une distance. On a des cas d'usage qu'on évoquera tout à l'heure sur les notions de distance qui permettent de résoudre certains irritants. On va pouvoir mesurer une consommation, que ce soit une consommation énergétique, par exemple. Et puis, enfin, on va pouvoir aussi afficher. Ça peut être à travers des bornes visuelles, ça peut être à travers des LED, de l'encre électronique. C'est quelque chose qu'on voit un petit peu aussi arriver, c'est la possibilité finalement de déporter de l'information assez rapidement et simplement sur une étiquette qui va intégrer l'encre électronique et donc d'offrir un mode de déport d'information qui permet finalement des usages complètement différents dans un environnement d'entrepôt ou de transport. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des éléments. Je vais laisser la parole à Thomas pour compléter toutes ces informations avec des aspects beaucoup plus concrets de solutions que propose TeamCode dans ce domaine. Donc là, je vais vous présenter quelques cas d'usage. Donc on a créé aujourd'hui une sorte de catalogue qui représente des solutions répondant à des irritants chez nos clients, qu'on a trié dans différentes catégories. Alors les premières catégories vont être liées au métier, savoir si c'est plutôt de la réception, du transport, de la gestion des retours ou dans une démarche RSE. On peut passer à la slide d'après. Et on a également trié les solutions par rapport à l'utilisation qui va être faite. Est-ce que la solution est plutôt destinée aux collaborateurs pour améliorer leur efficacité, leur confort, ou est-ce que c'est plutôt pour les clients finaux
pour leur donner, par exemple, de la visibilité sur des livraisons, ou plutôt pour l'entreprise avoir une gestion des biens pour gérer le matériel, savoir dans quel état il est, où est-ce qu'il se trouve. Donc, on a structuré des solutions par rapport à ça et également par rapport à des irritants qui vont se tourner autour de l'ergonomie du poste de travail, de la gestion des contenants, pour optimiser la productivité, les inventaires, la RSE, pour répondre à des problèmes de pénibilité. Alors, donc voilà, donc on va vous présenter un certain nombre de solutions. Donc vous avez les petits pictogrammes en haut à droite qui vont présenter, voir si ça concerne plutôt l'expérience collaborateur, la gestion des biens ou l'expérience client, et quels quel est l'irritant à laquelle il répond. Donc le cas présent, c'est une solution qui va permettre, via des caméras et de l'IA, de connaître le taux d'occupation d'une dalle logistique. Le but étant de pouvoir donner de la visibilité aussi bien à un responsable logistique de dire est-ce que ma dalle logistique est pleine à 20, 30, 40 ou 100%, mais également de connaître la position de palettes qui se trouvaient sur cette dalle logistique. Donc un cariste dépose des palettes en sortie de camion sur cette dalle, et demain vous pourrez dire à vos AMR qu'une palette se trouve à tel endroit et qu'elle doit être rangée dans le palettier ou déposée à un autre endroit. Donc les caméras permettent aujourd'hui d'avoir cette intelligence de connaître la position et le taux d'occupation d'une dalle. Pour la gestion des litiges également, on va pouvoir via des caméras et une application adaptée permettre de tracer et de suivre des palettes. Alors là, le but, c'est principalement pour la gestion de litige. Le but, c'est pas une simple caméra qui filme en continu et qui va enregistrer ce qui se passe devant. L'idée dans ce type de solution, c'est d'associer des caméras à des événements logistiques. Alors, les événements logistiques, ça va être la lecture de code barre ou un capteur qui va détecter qu'une porte s'ouvre. Et lorsque vous allez avoir, par exemple, un client qui va vous dire sur telle livraison, la palette est arrivée, soit il manquait des produits dessus ou elle était abîmée, en saisissant le numéro de la palette ou du colis, vous allez retrouver directement dans l'application toutes les séquences vidéo associées à ce colis que vous pourrez fournir à votre client pour pouvoir justifier de dire non, quand c'est parti, on est sûr que nous c'était droit, c'était bien calé parce que on le voit sur la vidéo, ou au contraire, mais à coup pas, on s'est aperçu l'erreur vient de notre côté. Ces caméras peuvent être fixes sur des quais, mais également embarquées sur des chariots. Un autre cas d'usage là qui est plus tourné sur des solutions IoT, toujours plus sur une partie logistique, sur cette problématique de retrouver facilement des palettes qui se trouveraient sur un entrepôt ou en sortie de camion. L'irritant à laquelle on répond là-dessus, c'était par rapport à des clients qui déposaient le matin une centaine de palettes sur la dalle logistique, et dans ces palettes, il y avait certains produits qui étaient urgents pour un service de production, et donc ils passaient presque des heures à essayer de retrouver la bonne palette et retrouver le carton dessus. L'idée de la solution là est de pouvoir mettre des systèmes soit sonores, soit d'affichage lumineux que l'on peut faire sonner via un PDA pour pouvoir retrouver facilement la palette. Donc les produits et les balises sont positionnés dès la réception, et suite à ça, on va pouvoir les faire sonner et les retrouver très rapidement. Là, ce que l'on présente, Samuel en a un petit peu parlé également, c'est une solution pour, via de l'IA et une solution d'OCR, de pouvoir récupérer des données qui sont imprimées sur une étiquette de livraison, mais qui ne sont pas encodées par code barre. Souvent, sur les étiquettes de livraison, on va avoir le code SSCC ou peut-être des quantités ou des codes produits qui sont identifiés, mais on n'a pas toujours toutes les informations, et si on les récupère pas via de l'EDI, il va falloir un moment qu'un opérateur les ressaisisse dans le système pour les enregistrer. Aujourd'hui, les capteurs qui sont sur les matériels que vous utilisez sûrement au quotidien ont souvent donc un appareil photo, et on est capable de récupérer les données souhaitées sur une étiquette et de les enregistrer dans le système.
pour, pourquoi pas, de suite, dans la foulée, refaire une étiquette qui vous serait propre, hein, avec un code data matrix récupérant les informations récupérées. Autre exemple sur des solutions autour de l'IA, pour tout ce qui est solution de gestion de consignes, on est capable maintenant, avec des caméras, de capter des contenants ou des supports qui seraient expédiés. Donc la solution là consiste à mettre sur des quais des caméras qui vont voir les palettes qui vont être chargées sur des camions, dans des camions ou des containers, et de détecter la présence de palettes rouges, d'intercalaires, de caisses en plastique, pour pouvoir dire au destinataire que, attention, dans la prochaine commande que vous allez recevoir, il y a tel type de contenant consigné qu'il faudra nous retourner. On a tracé ça lors d'expédition. À un moment, faudra nous les renvoyer ou potentiellement vous serez facturé parce qu'elles nous appartiennent. Là, on va parler de solutions autour de plus de l'IoT avec des capteurs BLE qui vont permettre de s'assurer que le cariste ou le préparateur de commande, lorsqu'il charge le camion, se trouve sur le bon quai. Donc là, l'idée, c'est via des balises qui sont de part et d'autre du quai. Le cariste, on sait, parce qu'il a lu, par exemple, l'étiquette palette qu'il a sur les fourches, le quai dans lequel ça doit être chargé. Si le cariste charge dans le mauvais, il a un affichage sur son écran qui lui dit attention, là, tu le charges dans le mauvais camion. Donc, on peut faire du contrôle et également de la validation en même temps du chargement dans le bon camion. Des nouveaux capteurs également permettent de faire de la captation stéréoscopique, hein, et la solution là, que l'on présente consiste à pouvoir récupérer les dimensions d'une palette ou d'un colis et de les transformer directement dans une donnée qui soit accessible au cariste, hein, ou au préparateur. Là, le cas échéant, donc l'opérateur pose une palette sur une position, on transforme les cotes du colis de la carton en code barre, ce qui permet au cariste de ne pas devoir saisir sur son écran ces données-là, qui pourraient être source d'erreur, directement en code barre, et le but étant d'éviter la moindre erreur de saisie potentielle. Solution que vous connaissez peut-être, qui consiste à utiliser une solution qu'on appelle donc le Pick to Light, hein. Là, c'est une solution plutôt IoT qui permet de dématérialiser et en tout cas de simplifier les process de picking, où l'opérateur, au lieu de se présenter soit avec un PDA, soit avec une feuille de papier sur les différents emplacements et on lui indiquer sur la feuille la quantité qu'il doit prélever, le principe du Pick to Light sera de lui afficher, lui indiquer via un témoin lumineux l'endroit où il doit prélever un article, hein. Donc ça va s'allumer. Il va pouvoir prélever la quantité souhaitée. Si par exemple sur l'emplacement il y a un manquant, il pourra l'indiquer sur le petit écran, dire attention, la commande là je devais en prendre 15, il y en a 14, donc il y a un reliquat. Et au fur et à mesure, il va suivre les lumières, les différentes lumières qui vont s'allumer dans tout le process. L'intérêt de ces solutions, c'est la simplicité pour l'opérateur de suivre son chemin de picking et la facilité pour former ses utilisateurs. Voilà. Demain, quelqu'un qui vient de votre entreprise avec une solution Pick to Light, la formation est finalement très rapide parce que il aura juste à suivre des témoins lumineux. Ça fonctionne également en put to light pour faire pour la préparation multicommande. Ce qu'on présente ici, c'est une solution qui consiste à pouvoir faire l'inventaire de contenants, de PC, de bacs, de rôles, tout ce qui a une certaine valeur, via une solution qui tourne en tâche de fond sur un PDA, qui va permettre de sniffer tout ce qui se trouve à proximité et de le remonter sur un serveur.
Le but de ce cas d'usage pour nos clients, c'était surtout de savoir, il y avait des rôles navettes qui partaient d'un site à un autre, et ils savaient jamais dire combien il y en avait sur tel ou tel site. Et là, de manière transparente, les opérateurs travaillant sur les différents sites, sniffent les différents équipements. Ça peut être dans du retail, une machine de caisse, mais ça peut être donc un chariot ou dans une salle serveur récupérer les informations et envoyer ça sur un système et donner de la visibilité aux utilisateurs ou aux responsables de dire attention, je vois que sur tel site il y a 50 rôles, il faudrait penser à les renvoyer sur tel autre parce que on les a détectés. Donc Samuel a un petit peu parlé de ces solutions-là qu'on appelle des ESL. Donc les ESL, c'est pour Electronic Shelf Label. Donc c'est quelque chose qu'on, dans notre quotidien, on connaît tous dans la grande distribution, ce sont les petites étiquettes que l'on va avoir sur les étagères en dessous des produits. Aujourd'hui, de plus en plus, ces étiquettes en papier électronique sont utilisées dans la logistique pour permettre de rendre dynamique des informations. Donc, ça peut être utilisé, par exemple, pour des rôles navettes qui vont partir de site en site, en mettant cette ESL, donc sur ce petit écran, qu'on va pouvoir mettre à jour via du Bluetooth ou une autre technologie, permettre d'avoir cette visibilité-là. En plus, l'intérêt, c'est qu'on est capable de les localiser via le Bluetooth également. Et l'intérêt, donc il y a également une autonomie de l'ordre de 5 ans et possibilité d'avoir des affichages jusqu'à du 4 ou du 5 pouces pour avoir je dis 4 5 pouces, plus grand que ça, jusqu'à du 12 pouces. On peut avoir jusqu'à du 12 pouces d'affichage. Et l'intérêt, c'est de pouvoir rendre dynamique des informations. Dans le cas présent, on présente là sur une solution d'éclatement de palettes sur des quais pour pouvoir mettre à jour ces informations-là. Là, c'est une solution autour donc de l'IoT qui permet, à partir d'un capteur de distance. Alors le capteur de distance, c'était pas le but, c'est pas d'avoir vraiment des centimètres, mais au final, c'est ce qu'on va récupérer, ce qui va vous permettre de connaître des seuils sur des emplacements. Je vais donner un exemple. Nous, un de nos clients avait des rolls qui étaient stockés sur différents points de prélèvement. Et ils veulent s'assurer qu'il y ait toujours au minimum 5 rolls de disponibles pour les préparateurs de commandes. Et via ce capteur, on est capable aujourd'hui de dire, là, il y en a bien 5, il y en a plus que 4. Ah, il y en a plus que 3, donc on allume une lumière orange. Il y en a plus que 2, on allume une lumière rouge. Et il y en a plus, voilà, ça envoie une alerte directement au responsable logistique. Attention, il faut faire du réassort à tel endroit. Donc ça va dans les deux sens. Soit on voit également à côté là, sur des piles de palettes. Si on met le capteur au-dessus, on va dire attention, là, la pile de palettes est complète, il faut la mettre dehors. Ou au contraire, attention, il y a bientôt plus de palettes sur cette zone-là, il faut vite en remettre parce qu'on va être en rupture. Les AMR aujourd'hui également, donc comme objet connecté, va permettre de simplifier énormément tout ce qui est solution autour de la préparation de commandes, où le préparateur va rester dans les allées de picking et directement va envoyer sur des quais, sur des zones de chargement, les colis préparés. Le but étant de réduire les temps de déplacement d'un opérateur entre la zone de picking et les quais ou la zone de packing directement via des AMR. Et également, l'intérêt d'un AMR, c'est de pouvoir fonctionner 24 heures sur 24, ou presque en tout cas. Autre cas d'usage dans le domaine de la logistique, plus tourné sur la sécurité, on est capable maintenant de mettre des capteurs sur des quais qui vont permettre de déterminer si sur un quai il y a un camion ou pas. Donc on va mettre un capteur au sol qui va envoyer les données via un réseau LoRa. On va mettre un capteur qui va s'assurer que le camion a bien mis ses cales et que la porte de quai est ouverte. Le but de tout ça, c'est par exemple avant d'ouvrir une porte de quai, on va dire non, attention, il n'y a pas de camion derrière, donc on n'ouvre pas la porte de quai pour pas qu'il risque de chute. Ou avant qu'un cariste ne charge un camion,
lui dit non, on voit que la porte de quai est ouverte et qu'il y a un camion, mais attention, la cale n'a pas été mise, donc avec un risque que le camion avance. Et ce qu'il faut bien retenir dans toutes ces solutions-là, c'est que ce sont des solutions sans fil et donc assez très facilement déployables en fait. Tout ce qui est également donc solution de gestion de contenants via des balises qui vont permettre de détecter l'arrivée et le retour ou le départ de contenants navettes qui vont d'un site à un autre via des balises Bluetooth principalement. L'intérêt de donner également de la visibilité sur ce qui est disponible, ce qui est parti, ce qui est arrivé sur un magasin ou chez un client via ce type de balises. Qui ont aussi comme intérêt d'avoir une très grande autonomie, donc, parce que ce sont des balises actives avec une batterie qu'il faudra remplacer de l'ordre de 4 à 6 ans. Dans le domaine également donc de l'IoT, différents types de capteurs qui vont permettre de mesurer ou de récupérer des données énergétiques sur des consommations donc électriques. On va avoir des remontées de vibrations, savoir si une machine est à l'arrêt ou en fonctionnement, consommation d'eau, consommation d'air comprimé. Donc tous ces capteurs aujourd'hui qui se déploient rapidement et simplement parce qu'ils sont sans fil, sont connectés juste via un réseau LoRa, le réseau LoRaWAN, vont permettre de donner de la visibilité aux responsables de site pour dire voilà, attention, voilà, les portes de frigo n'ont pas été fermées ou sont restées ouvertes en tant de temps. La consommation électrique est de temps en ce moment. Donc voilà, ça permet d'être vigilant sur pas mal de critères. Donc là également, donc on revient sur les solutions autour des ESL et des contenants. L'idée là-dessus, c'est donc de pouvoir identifier des contenants et de pouvoir également les localiser. L'intérêt, c'est de pouvoir afficher des informations également de manière dynamique sur ces contenants. Donc voilà, si c'est lié à un OF, si c'est lié à une commande, si c'est lié à un client, de pouvoir indiquer cette commande est d'urgence, la faire clignoter parce qu'il y a une LED disponible dessus. Aujourd'hui, ça remplace de plus en plus le papier pour le suivi de tout ce qui est préparation de commande, tout ce qui est suivi de contenants qui vont d'un site à un autre ou d'intersite. Merci Thomas. Et puis, je vais être concis parce qu'on arrive sur la fin de la présentation. On a deux slides en plus là sur des perspectives. L'idée dans les slides suivants, c'est de donner un peu de perspective dans ce qu'on voit nous en termes de solutions autour de l'IA, avec ce qu'on voit là dans cette représentation, le tracking automatique de palettes. Imaginez demain la possibilité de pouvoir suivre dans un entrepôt le déplacement de manière automatique des palettes. C'est quelque chose qu'on se dit qui devrait arriver aussi à travers les solutions associées à de l'IoT et de l'IA. Et le deuxième élément qui correspond à la reconnaissance vidéo automatique, ce qu'on appelle l'opérateur augmenté, ce qu'on voit un peu arriver, ce qu'on voit peut-être quelque chose qui devrait arriver en fait dans les années à venir, c'est l'utilisation de plus en plus massive de la captation vidéo, de la réalité augmentée associée à de la reconnaissance d'images, puisque on voit ici qu'on va avoir là, une projection guidée, des gestuels guidés, des photos automatiques qui vont capter l'information. Donc, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui dans les perspectives autour de ce qui arriverait dans le domaine de l'intelligence artificielle associé aux objets connectés et au développement de l'informatique qu'on connaît aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas, merci Samuel. Alors restez avec nous évidemment puisque une petite phase de conclusion et puis on passe derrière à la session de questions-réponses. On voit dans votre expérience, dans vos propositions, finalement, l'évolution logique, l'application des évolutions de la technologie. Moi, si je remonte quelques années en arrière, en tout début de carrière, où on flashait déjà des codes barres, hein, ça paraît pas comme ça, mais on le faisait déjà. Simplement, il fallait amener la palette à remettre de l'ordinateur parce qu'il y avait un câble et il fallait flasher pour enregistrer l'information dans le PC, dans le système d'information. Alors, ça fait un peu
ça m'arrange pas de dire ça, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on évolue quand même. On voit qu'on a des systèmes de captation d'informations qui sont de plus en plus possibles, tout type d'informations. Et on vient dans un système d'information finalement améliorer la fonction qu'on appelle interface homme-machine, puisqu'une machine ne peut pas fonctionner toute seule. Il faut qu'à un moment donné, il y ait un homme qui puisse, ou une femme, en tout cas, qui puisse venir alimenter, traiter des informations. Et le fait de pouvoir finalement amener ces capteurs, ces IoT dans un système d'information, bah, finalement, sécurise cette notion d'interface. On est obligé de passer par de la ressaisie avec des risques d'erreur, etc. On vient automatiser, donc on amène la fiabilité, on améliore la traçabilité, et puis cette notion d'intelligence artificielle fait que le système en lui-même peut correctement interpréter et va déduire et va pouvoir proposer soit des indicateurs de pilotage, soit des éléments qui peuvent permettre à un moment donné donc de réagir plus rapidement. Donc on a quelques questions qui sont en train d'arriver, mais on voit bien que ces technologies amènent vraiment de la sécurisation du process, du temps réel, de la fiabilité, tout ce qu'on attend finalement d'un système de gestion d'entrepôt, puisqu'on parle de la logistique, et ça vient encore fiabiliser donc cette partie traçabilité, fiabilité. Alors, évidemment, on se pose tous la question, on a vu quelques exemples, il y a d'autres exemples évidemment qui existent, il y en a qui n'existent pas encore, mais sur lesquels on peut imaginer, puisqu'on n'est pas ici sur des produits exclusivement catalogue, et on va aller chercher des solutions cas par cas. L'idée, c'est quoi? Et dans un projet, c'est de correctement identifier le besoin. L'idée, c'est pas d'aller voir que l'entrepôt d'à côté, le voisin ou que le magazine qui traite de mon secteur d'activité parle d'une expérience. C'est pas pour ça que je vais dire ah il me la faut et je vais la copier-coller. Peut-être que ça marche, mais peut-être que ça marche pas. Donc bien identifier le besoin, les irritants en mode d'amélioration continue aussi. Hein. Quand on parle d'irritants, on parle d'amélioration continue. Aller voir effectivement la concurrence, amener ou prendre de l'avance sur la concurrence. Les preuves de chargement, par exemple, c'est quelque chose pour avoir vécu des quais de chargement en transport frigorifique pour les grandes distributions. Bah forcément, ça parle quand on entend parler de litige, de traitement de litige, etc. Donc, à l'arrivée, il manque un colis. Bah oui, mais moi je l'ai chargé. Vous êtes sûr? Bah oui, j'ai la croix à côté du. Bah non, la croix, ça marche plus bien. Donc voilà, la preuve vidéo, forcément, c'est quelque chose. Donc, identifier le besoin, aller chercher l'innovation, prendre de l'avance sur la concurrence, sécuriser les process, et puis ensuite, c'est analyser. Pourquoi? C'est l'origine du besoin, le contexte, l'analyse de la donnée, à quelle fréquence, est-ce que voilà, il y a toute la configuration à mettre en place, et donc l'analyse des flux, l'analyse de ce qu'on veut faire, quelle information est-ce que je peux traiter dans un système, quelle information je dois créer, est-ce que je le fais dans un système existant, dans un système à côté, etc. Donc, et je crois qu'il y a des questions qui sont arrivées sur le sujet. Évidemment, groupe projet, réunir l'équipe, compétences avec l'ensemble des parties du process, système d'information, etc., qui doivent être là pour mener une étude la plus large possible, et pas qu'on aille faire un joli jouet dans un coin, et puis finalement que personne ne puisse utiliser ou exploiter les données, si ce n'est d'avoir quelqu'un qui ressaisit les résultats dans un autre système. Ce serait dommage. Et puis donc après, il faut faire le choix de la technologie, ensuite du fournisseur, et puis il faut suivre le projet, respecter les temps, les phases de test, la mise en production. Bon, finalement, rien de tel que se faire accompagner par un cabinet tel que Simco pour faire tout ça. Évidemment, il fallait que je place ma petite page de publicité, mais c'est important, tout au moins, d'avoir un projet. Il y a des investissements à la clé, il y a des espoirs à la clé. En général, quand on met ce type de technologie en place dans les entrepôts, eh bien, on a des opérateurs qui se sentent valorisés aussi, puisqu'on leur amène cette couche, et ça c'est extrêmement important quand on parle de RSE, quand on parle de quotidien des opérateurs, des caristes, des manutentionnaires dans l'entrepôt. Quand on leur met en place des outils et de la technologie, c'est des gens qui retrouvent de la valeur dans ce qu'ils font, et qui prennent encore plus de plaisir à avancer et à travailler. Alors, forcément, vous avez des questions et elles arrivent. Avant de passer aux questions, voilà, on a juste
un petit QR code si vous voulez flasher. Nous aussi, on est en IoT et je vous enverrai un lien si vous préférez par le chat pendant la phase de questions. Juste deux petites questions. C'est comment est-ce que vous vivez nos webinaires finalement, soit celui que vous venez de voir parce que c'est le premier, soit ceux que vous avez pu voir sur l'année 2024. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part de ce qui est bien pour vous, de ce qui pourrait être amélioré, et puis également quel thème voudriez-vous voir abordé dans le cycle de webinaire en 2025. Sensiblement, on en fait un par mois, donc n'hésitez pas. On a déjà on peut couvrir une dizaine de thématiques sur l'année prochaine. N'hésitez pas, profitez-en. On vous donne la parole. Alors, en parlant de vous donner la parole, Thomas, Samuel, j'ai quand même des questions pour vous, puisque elles sont arrivées. J'en ai certaines qui sont arrivées. Alors, on va passer. La première question, quelles sont les technologies de traçabilité en temps réel qui se développent le plus? Alors là, on cite RFID, Bluetooth, caméra, QR code. Est-ce qu'il y a une tendance aujourd'hui du marché qui fait que il y a clairement une tendance aujourd'hui sur les RFID. C'est quelque chose qui existe depuis de très nombreuses années, mais qui aujourd'hui se démocratise dans beaucoup de cas d'usage aujourd'hui sur cette technologie-là. Elle n'est pas adaptée dans tous les cas dans le domaine de la logistique, mais c'est clairement un axe assez important dans l'activité de la traçabilité. Les RFID prennent une part de plus en plus importante vis-à-vis du code barre. Mais également, comme cité, le BLE, une technologie qui devient très intéressante par rapport à son coût. Voilà, comme tag active, c'est une solution quand même à bas coût qui permet de récupérer des informations assez simplement pour tracer, pour localiser, pour remonter des états ou des choses comme ça. C'est des technologies qui se démocratisent. Les autres technologies d'impression autour du data matrix, les QR codes, voilà, aujourd'hui c'est quelque chose qui est très répandu, mais enfin, on est arrivé peut-être sur un palier sur ces technologies-là aujourd'hui. En fait, on voit moins souvent, comme l'évoque Thomas, les technologies LoRa, on a l'occasion d'en proposer, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est moins présent que ce qu'évoque Thomas, la partie RFID et la partie BLE. Alors, une deuxième question qui finalement est proche, alors je ne vais pas forcément prendre les questions dans le sens où elles arrivent, mais est-ce que donc ces puces RFID peuvent-elles atterrir par le froid? Et on précise à 2 degrés. Alors, les tags RFID, donc, ce sont des tags passifs. Il y a des tags passifs qui répondent à presque tous les corps de métier. Hein. Il y a de base, un tag va résister entre -20 et -30 jusqu'à 80 degrés. C'est un peu les standards. Mais il existe des tags RFID qui résistent jusqu'à 250 degrés. Donc, qui sont coulés dans de la céramique, mais qui répondent à ces contraintes-là. Donc, aujourd'hui, les contraintes de froid dans les RFID, il y en a un petit peu, voilà, si vous avez des températures de -50, il faudrait voir s'il y a des solutions. Mais dans le domaine de l'agroalimentaire ou des choses comme ça, il y a vraiment des solutions qui existent sans problème. Merci. Et donc, toujours sur ces puces et sur des outils de traçabilité en général, on nous pose la question de la gestion des retours pour ces notions de capteurs de traçabilité. C'est un cas d'usage. Hein, la gestion des retours par RFID permet d'automatiser, effectivement, faire du contrôle. La reverse logistique est vraiment un gros cas important aujourd'hui. La technologie est une solution pour répondre à ce cas d'usage-là, pour automatiser certains process. Juste pour bien récapituler, le but de la RFID aujourd'hui, hein, et souvent on parle de 3 raisons pour lesquelles on l'utilise, c'est de pouvoir faire de la lecture multiple. Donc j'ai une palette et je veux savoir tout ce qui est dessus, ou j'ai un carton, je veux savoir tout ce qui est dedans. C'est de la lecture à l'aveugle, donc j'ai pas besoin de voir l'étiquette pour pouvoir la lire, et c'est la lecture à distance. Si vous avez ni besoin de lecture multiple, ni besoin de lecture multiple à distance et à l'aveugle, c'est que finalement, faut rester sur du code barre, parce que ça fera la même chose. J'ai ensuite une question ici, alors qui est plus une remarque, qui est les exemples donnés donc sont plus proches de la mécanisation et de l'industrialisation que de l'IA. On parle d'avancées technologiques, de capacités technologiques, mais je ne trouve pas vraiment de notion d'IA ici, présence de camions, nombre de rôles, etc.
L'IA passe, on est bien d'accord, après, d'abord on capte l'information et puis on fait intervenir l'IA pour interpréter finalement cette information et lui donner de la valeur ajoutée. En fait, l'IA, elle est intégrée dans certaines solutions qu'on a évoquées parce que quand on évoquait par exemple la lecture OCR, ces solutions de lecteur intègrent de l'IA, intègrent du deep learning. Après, quand on évoquait, c'est un peu ce qu'on évoquait au début, en fait, finalement, c'est que l'IA, elle peut se traduire sur la capacité à capter l'ensemble des données du terrain et puis la traiter derrière, ce sont des types de solutions d'IA pour analyser la supply chain, mais on peut la retrouver aussi au niveau du matériel et qui est intégré au sein du matériel pour apporter du service associé à ça. Et donc, c'est le focus qu'on a fait aujourd'hui, parce que c'est l'activité que l'on propose, nous, au sein de Team Code, c'est d'intégrer ces solutions matérielles dans un contexte. Alors, j'ai ensuite une autre question, c'est bonjour, merci pour cette présentation qui répond aux questions d'actualité dans le secteur logistique. J'ai une question sur la digitalisation du Kanban dans le processus. Alors, on l'a un peu évoqué tout à l'heure dans les exemples que vous aviez donnés. Donc, j'ai une question de Kanban dans le processus d'approvisionnement de bord de ligne. Est-ce qu'il existe un moyen d'interfacer une solution IoT avec SAP ERP? Merci pour votre réponse. Aujourd'hui, toutes les solutions dont on parle sont toujours interfacées avec un autre outil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va capter de la donnée sur un Kanban, sur la gestion de double bac ou ce genre de choses. Le but, c'est de pouvoir donner de la visibilité sur un système, que ce soit une GPAO, une GMAO ou un ERP. Toutes ces solutions-là peuvent remonter des données, bien sûr, sur des données de consommation ou autres, directement sur des ERP, que ce soit SAP ou autre. C'est un point qu'on n'a pas évoqué. Est-ce qu'on est obligé finalement d'interfacer avec nos systèmes d'information existants ou est-ce qu'on peut avoir des systèmes indépendants? Non. Elle a un peu du sens. Quand on parle par exemple de capteurs, un capteur de présence ou des capteurs de comptage ou tout autre capteur ils sont pas obligatoirement remontés vers vers le système d'information. Mais le but, quand même, c'est quand même d'avoir des tableaux de bord, des suivis, des remontées de données qui sont accessibles aux personnes concernées. Donc, c'est pas toujours interfacé, mais l'interfaçage est normal. Enfin, c'est quelque chose qui est tout à fait de base dans toutes les solutions qui existent, en tout cas, qu'elles soient interfacées. Peut-être juste rapidement, c'est un des intérêts des solutions IoT aussi, c'est que Thomas a parlé de certains contextes, certains cas où on a pu mettre en œuvre une solution IoT de façon complètement indépendante du système d'information du client, associé à un réseau LoRa qui fait le lien finalement sur l'ensemble des objets et de pouvoir fournir un service sans du tout avoir cette obligation à l'intégrer avec un environnement client, qui peut être une deuxième étape. Mais dans une première étape, c'est ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir déployer ces solutions et voir le ROI associé à l'apport de cette solution. J'ai une question complémentaire. Donc, l'intégration des technologies 4.0 de l'IoT, de l'IA dans les entrepôts transforme radicalement la gestion des stocks et de la traçabilité. Ces technologies permettent non seulement de suivre les produits en temps réel, mais aussi de prédire les besoins et d'optimiser les flux. Comment les systèmes automatisés et connectés rendent le processus plus transparent, plus efficace et moins sujet à l'erreur humaine? Telle est la question. Donc, la première partie de la question, c'est finalement une synthèse avec ce sont des capteurs, des cellules, différentes solutions qui vont remonter de la donnée, qui vont automatiser des process. On réduit tout ce qui va être erreur humaine. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on parlait de l'exemple d'un Kanban, si le Kanban est géré avec un bouton d'appel quand il y a un manquant, ou c'est un capteur qui dit qu'il y a un manquant, on réduit normalement le taux d'erreur potentiel. Donc, je sais pas si je réponds peut-être à côté à la question, mais c'était l'automatisation et les capteurs simplifient et garantissent normalement des datas et plus précises et moins sources d'erreur. J'aurais même tendance à dire sans capteur, pas d'automatisation, parce que le système ne saurait pas s'arrêter.
C'est pas forcément les mêmes capteurs. J'ai encore une question. Est-ce qu'il n'y a pas trop de complexité à connecter tous les objets et les intégrer dans les différents systèmes d'information et logiciels métiers? Ouais, c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'on a des solutions qui permettent de mettre en œuvre ces éléments, ces capteurs. Alors, ça dépend après du cas d'usage, mais de façon autonome en tout cas. Et aujourd'hui, c'est un des sujets. Aujourd'hui, c'est de simplifier l'intégration. Et chez Teamcode, nous, on a mis en place une solution justement pour essayer de limiter, simplifier l'intégration, parce qu'on sait que c'est un enjeu aujourd'hui avec le système d'information. Et l'objectif, c'est que on puisse avoir une visibilité sur le retour sur investissement rapidement. Après, y avoir dans une deuxième étape peut-être la capacité à pouvoir connecter ça aux solutions. C'est d'ailleurs un point qui n'a pas été évoqué dans les questions qui ont été posées, hein, cette notion de ROI, de retour sur investissement. Voilà, mais en tout cas, on peut aller chercher. On est capable aujourd'hui, c'est-à-dire c'est peut-être une des questions qu'on se pose, c'est par rapport à tous les sujets qu'on a présentés, c'est savoir combien ça coûte, est-ce que c'est pour nous, est-ce que c'est adapté. Voilà, on peut avoir cette démarche d'accompagnement, de dire, voilà, on hésite à aller la réfiler, combien ça coûterait. On est capable aujourd'hui d'estimer facilement des coûts de déploiement des solutions et de donner de la visibilité pour en cas de, voilà, d'irritants à gérer. Voilà, on est capable facilement de calculer un ROI, dire est-ce que c'est un ROI de 6 mois ou c'est sur 2 ans ou 3 ans, on est capable de le faire facilement. Bien, je crois qu'il n'y a plus de questions. C'était intéressant. Une qui arrive, non, des remerciements. Merci Samuel, Thomas pour leur présentation très concrète de leurs solutions. C'était très intéressant. Voilà. Je crois que ça peut être la phrase de conclusion. Thomas, Samuel, vous voulez compléter peut-être? Non, merci beaucoup Benoît de nous avoir invités en tout cas. Puis en tout cas, on a un grand intérêt à suivre aussi ces évolutions à l'avenir. Voilà, merci pour votre accueil là, sur ce webinaire. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a des questions qui arrivent encore. Il est 15h30, donc on va rendre l'antenne, comme on dit. Vous inquiétez pas, vos questions sont enregistrées. On vous enverra des réponses par mail si elles arrivent encore un peu plus tard. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci encore, Samuel. Merci, Thomas. À très bientôt pour le prochain épisode de Synfo. N'hésitez pas, vous avez donc le lien à l'enquête satisfaction et surtout vos thématiques que vous voulez voir abordées l'année prochaine. C'était le dernier épisode de l'année. Passez de très bonnes fêtes. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.